Chris, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends bien? Super, c'est parfait. Je t'entends très bien. Merci beaucoup, Chris, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'être venu. Les gens étaient très contents quand j'aurais dit que tu venais sur la chaîne. Et Ça écoute, fait moi, plaisir. je suis ravi je suis ravi de t'accueillir. Alors, on dit Genacht ou Genacht? Genacht. Genacht. Ok, d'accord. Excuse-moi, mon accent est pas incroyable, mais en tout cas, Chris de Fine Mind, je pense qu'on va rester là-dessus. Je pense pour le reste du. C'est mieux, c'est mieux. Même pour moi, hein, je t'avoue que on n'est pas supposé prononcer Genacht. Normalement, on doit le prononcer un peu plus à la flamande et j'en suis incapable moi-même. Ok, bon écoute, parfait, on restera sur Chris de Fat Minds pour aujourd'hui. Chris, je le rappelle, tu as été coach de MMA et aujourd'hui tu as été aussi analyste. Beaucoup de gens t'ont connu sur La Sueur, mais maintenant tu as ouvert ton média, Fight Minds. Avec deux de tes camarades aussi, avec qui vous faites des analyses assez profondes, poussées. Vous faites notamment un format que moi j'aime beaucoup qui s'appelle les Coach Talk, où vous parlez en profondeur des combattants, de leur profil, des game plans qui peuvent être mis en place par chacune des équipes des combattants et les forces, les faiblesses. Donc si vous avez vraiment le temps, n'hésitez pas à aller écouter ça sous format podcast, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, je t'invite pour qu'on puisse parler de cette UFC 295. Qui est un UFC qui est peut-être le plus attendu de l'année, c'est-à-dire que l'UFC fait en sorte que cette UFC qui se déroule toujours début novembre au Madison Square Garden à New York soit celui qui va un peu être celui de l'année. On devait avoir un Jones-Stipe Miocic qui devait être exceptionnel, mais qui a été remplacé par un Thomas Spinal-Pavlovich qui est non moins intéressant. Ah, on va pas se plaindre du tout En sur vrai, ce c'est match. fou parce qu'ils ont vraiment remplacé un excellent match par un autre que moi, j'avoue, j'avais envie de voir depuis assez longtemps aussi. Et d'ailleurs, on peut commencer à parler de ce combat. On parlera évidemment de Benoît Saint-Denis face à Matt Frévola. Je sais que beaucoup de gens dans le chat ont envie d'avoir ton avis aussi sur ce combat. Mais d'abord, peut-être sur ce Thomas Spinal-Pavlovich, parce qu'on devait avoir à la base John Jones qui avait défait Cyril très facilement lors du combat précédent face à Stipe Miocic. Mais John Jones s'est blessé. Il en a au moins pour 8 mois avant de revenir à l'entraînement. Ouais. Donc 1 an, je pense à peu près, c'est ça, avant de revenir au final à la compétition. Ouais, Quoi. c'est ce à quoi on s'attend. Donc les premières nouvelles qu'on a eues, c'est que c'était une déchirure pectorale. Ça met 8 mois à se régler pour qu'on puisse reprendre l'entraînement. Et voilà, quand on est à haut niveau comme ça, reprendre l'entraînement, ça nécessite facilement oui, un bon 4 mois avant de même envisager de pouvoir reprendre la compétition. Donc je pense pas qu'on le reverra avant la fin de 2024. Et Stipe Miocic, donc qui était son adversaire. Bon, Stipe, il est un peu il est sur la fin de carrière et donc c'était soit John Jones, soit personne quoi au final. C'est comme ça que ça a été vendu en fait, Stipe Miocic sur sa fin de carrière, il voulait plus vraiment prendre des combats qui n'étaient pas pour le titre, et là je pense que ça allait à un niveau plus loin où il a plus envie que de combattre que contre John Jones. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. quand Jones s'est blessé, on a entendu que Dana White n'a même pas appelé Stipe Miocic pour lui proposer un Wow. remplacement. Ah oui, donc on était là Heu quoi. Ouais, ils se sont directement butés sur, le backup qui était Sergei Pavlovich et donc on s'attendait tous en fait à ce qu'on ait, Sergei contre Stipe, mais ça a été annoncé Sergei contre Aspinall et autant Dana White que Stipe a confirmé l'information. Il n'y a pas eu de proposition, donc Stipe est mis de côté jusqu'au retour de John Jones, ce qui rend, la division dans un état assez bizarre. Ouais, c'est la même blessure qu'avait eu Cody Rhodes à la WWE. Oui, c'est exactement la même blessure qu'avait eu Cody Rhodes, le catcheur, à la WWE. Une énorme déchirure pectorale qui lui avait effectivement. Pour ceux qui suivent, parce qu'on parle aussi un peu de catch sur la chaîne de temps en temps. On a une grosse phase catch aussi, donc effectivement, c'est la même. C'est effectivement la même blessure. Et donc évidemment, je le rappelle pour ceux qui. Beaucoup de gens découvrent encore le MMA sur ma chaîne, Chris. Et donc, pour vous réexpliquer, le sport, c'est le MMA, le Mixed Martial Art, et l'UFC, c'est la NBA, c'est ce qu'est la NBA au basket. L'UFC est pour le MMA, c'est la plus grosse ligue au monde, celle qui aujourd'hui rassemble le plus de hype. Les meilleurs combattants en tout cas disent que le sommet c'est l'UFC. Alors il y a d'autres divisions évidemment, on entend parler. En France, on a notamment Ares, on a le PFL aussi où est Cédric Doumbé, on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps. Mais l'UFC, c'est là où combattent la plupart des meilleurs combattants au monde, notamment Sergei Pavlovich face à Thomas Spinal. Alors j'ai un peu écouté votre coach talk que vous avez fait avec l'équipe autour de ce combat. Et il y a un peu un archétype quoi, avec un Sergei Pavlovich qui me semble sur ses derniers combats n'a même pas, enfin on va dire, a fini avant le premier round de ses derniers combats. Quoi. Il a été létal sur ses dernières sorties.
Il est sur 6 victoires d'affilée et toutes les victoires sont dans la première Super, reprise. Il y en a même la machine, quoi. 2 dans le tas, il y en a 2 dans le tas qui sont en dessous d'une minute, donc Ouf. c'est assez expéditif et c'est ça qui complexifie un peu l'analyse du combat. C'est, quand tu as quelqu'un qui est aussi expéditif, tu as pas vraiment de contenu à analyser. Ce serait comme, analyser une équipe de foot qui ne joue que 10 minutes par week-end. Je Bah, vois, c'est je pas vois vraiment exactement, ouais. comparable, mais on n'a pas de données sur, ce qui se passe, après 5 minutes de combat. On n'a pas de données sur ce qu'il se passe quand il y a un vrai lutteur qui essaie de l'amener au sol. Il n'y a pas de données face à quelqu'un qui se déplace bien et qui arrive à gérer son Mhm. agressivité. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. Et bah, tous ceux qui aiment le sport, c'est notamment pour le facteur inconnu. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans le monde du sport? Et là, typiquement, entre Aspinal et Sergei Pavlovitch, tout peut se produire. Et c'est ça qui rend le combat aussi très, très attractif. Ouais, c'est clair. Et face à lui, on a un Thomas Pinal qui lui est plus polyvalent et qui va pouvoir l'amener au sol. Je sais pas à quel point est-ce qu'il est fort au sol. Tu vois, on dit souvent les lutteurs, Jitsuka, enfin Jiu-Jitsu brésilien. Est-ce qu'il est vraiment fort au sol, Thomas Pinal? Ouais, il est très, très fort. Ok, nice. Il est très fort au sol. C'est un peu compliqué aussi en fait, les gens ont du mal à évaluer son niveau parce que quand on le voit au sol, c'est expéditif et c'est ça l'indicateur de son niveau aussi. C'est on l'a pas vu beaucoup lutter, on l'a pas vu beaucoup travailler au sol parce que dès qu'il amène son adversaire au sol, on l'a vu contre Volkov ou contre, Arlovski ou contre le Français Alan Baudot. Mhm. En général, dès que ça va au sol, dans la minute ou dans les 90 secondes, le combat est fini, et ça indique quand même un sérieux niveau. Heu Maintenant, là où on a vraiment ce questionnement, c'est est-il capable d'amener au sol? Parce que Sergei Pavlovitch est un vrai poids lourd. C'est un vrai 120 kilos. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois la masse corporelle, tu as un peu Je vois la photo, l'impression. c'est monstrueux. C'est Ouais, absolument tu te dis, mais monstrueux. comment tu veux amener ce mec-là au C'est sol? clair, Alors, c'est clair. Alistair Overeem y est parvenu avec une stratégie de crochetage. C'est une stratégie que Aspinall a utilisée notamment contre Volkov. Donc on pense que Aspinall a les capacités techniques pour y arriver. Mais avant ça, il faut savoir casser la distance. Et Ouais, quand tu essaies de casser la distance contre Sergei Pavlovitch, bah, il suffit que tu en prennes une pour que le combat soit terminé aussi. clairement. Et moi, j'ai une question aussi que je me pose. Tu vois, chez les poids lourds, moi, j'ai fait beaucoup de judo, tu vois, pour le coup. Et c'est vrai qu'au judo, à très haut niveau, tu vois très peu de poids lourds de plus de 100 kilos aller au sol. Parce qu'en fait, c'est tellement dur de manœuvrer. Déjà, de manœuvrer son propre poids au sol, mais de manœuvrer le mec. Un mec qui fait 120 kilos, certes, c'est ton poids, mais quand même, le manœuvrer au sol, c'est hyper compliqué, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression que. Enfin, du coup, est-ce qu'en MMA, c'est un peu pareil? Est-ce que, quand même, le choix d'aller au sol, c'est un choix qui risque quand même d'être très énergivore, en fait, pour celui même qui décide de lancer, de lancer le combat au sol, quoi. Oui, forcément, c'est un calcul qui doit être fait. Plus tu montes en division, plus tu vas nécessiter d'énergie, que ce soit pour toi-même ou pour manipuler la masse face à un adversaire. Alors Mhm. forcément, la force augmente proportionnellement avec le poids aussi, donc ils ont Ouais. plus de force pour générer certaines techniques. Mais c'est une réflexion qui est un peu plus omniprésente chez les poids lourds parce que là, en plus, c'est en 5 rounds. Tu dois aussi te dire, OK, si je lutte, est-ce que je suis capable de lutter sur les 5 rounds? Mhm. Ou bien tu as cette deuxième question de dire, OK, si je lutte, je vais me fatiguer, mais à quel point est-ce que je vais fatiguer mon adversaire? Et dans la fatigue, est-ce que mon adversaire sera capable de me mettre KO? Si la réponse est non, ça peut être intéressant de te fatiguer dans l'objectif aussi de fatiguer l'autre et Ouais, c'est ça, de d'avoir baisser les tous les niveaux deux des d'énergie jauges. des deux en même temps. Ok, parce que quand t'as quelqu'un Exactement. sur toi qui peut, qui peut se retrouver en ground and pound et qui fait 100, 120 kilos, ça peut être quand même. Même si t'as voulu amener, tu peux te retrouver en situation très fâcheuse, quoi. En fait, si tu es fatigué et que ton adversaire est fatigué, mais que ton adversaire pèse 120 kilos et est sur toi, Mais. on sait, à la place de qui on préfère être, c'est celui au-dessus. Évidemment. Là, il n'y a, pas de, y a pas de doute. Donc, en fait, si je comprends bien, pour ce combat Aspinal face à Sergei Pavlovitch, j'ai l'impression que Thomas Aspinal a plus de voix vers la victoire, même si elle semble être compliquée, quoi, en fait. C'est une très bonne manière de résumer le combat. Étant donné que Thomas Spinal nous paraît être quelqu'un de plus complet, Ouais. et ce qu'on entend par complet quand on parle de MMA, c'est compétent dans les différents aspects du sport, donc que ce soit debout, en transition vers le sol ou au sol. Ceci étant dit, ses chemins vers la victoire sont très compliqués parce qu'il y a vraiment cette question de, OK, il a un chemin vers la victoire s'il lutte et qu'il domine au sol, mais est-il capable de Mhm. lutter et d'amener au sol? C'est une question et c'est quoi qu'il arrive, c'est compliqué d'y répondre avant. Moi, j'avais dit dans le podcast, parce que peu de gens y pensent, mais pour moi, il est capable de gagner debout.
mais c'est là où c'est le plus risqué. Ouais, Parce c'est que ça. quand tu restes debout contre Pavlovich, le palmarès de Pavlovich t'indique que c'est impossible de le battre parce qu'il a 18 victoires, une seule défaite. La seule défaite, c'est face à Overeem qui l'a amené au sol, ce Mhm. qui signifie que ces 18 victoires, ben, c'était face à des gars qui ont voulu rester Ouais. debout contre lui Et ça fait combien de temps et c'est pas passé. sa dernière victoire, enfin sa dernière défaite, pardon, à Pavlovich? Ben, en fait, c'était son premier combat à l'UFC. Ok. Il était super jeune. Je me rappelle que j'avais commenté le combat. Je pense que c'était aussi vers mes débuts en tant que commentateur. Ok. Donc c'était il y a 4 ans, je pense. Donc Attends, ça je se suis trouve, en il a eu le train de temps de vérifier. progresser, et ça se trouve, il y a une grosse inconnue sur son niveau au sol. Ça se trouve, on va se retrouver avec un Pavlovich en fait qui aura bossé de fou le sol et qui va être, alors peut-être pas un niveau ceinture noire de jiu-jitsu, mais un bon niveau quoi. Ben, c'est ça, en fait. Donc son dernier combat, sa défaite contre Overeem, c'était en 2018. Donc ça remonte à Ah, bah, c'était le 24 novembre 2018. Donc Ah bon c'était bah tiens, vraiment. ouais, quasiment 4 ans, Voilà, 5 ans, c'est jour 5 pour ans, jour. Ouais. 5 ans même. Et donc oui, c'est une inconnue. Ça se trouve, il est devenu monstrueux. Mhm. Ça se trouve, il est juste impossible à amener au sol parce que techniquement, il s'est amélioré. Mais il se peut aussi qu'il a que travaillé son pied-point. Et il est resté dans Ce qu'il cette sait faire quoi. structure unidimensionnelle. Ceci étant dit, ça reste quelqu'un qui vient du sambo à la base, donc Ok. l'art martial que Khabib a fait par exemple. Et en sambo, bah, il y a des solides bases qui pourraient s'appréhender à la lutte gréco-romaine, au judo, un mix de tout ça. Donc on doit partir du principe qu'il a aussi une bonne lutte défensive et une bonne lutte en général. Ouais, c'est ça. Je vous montre un peu de sambo si vous voulez pour voir un peu à quoi ça ressemble. T'as un bas de lutteur et un haut de judoka quoi. C'est un peu particulier, mais c'est quelque chose qui est très trusté par les Russes et beaucoup de pays d'ancienne URSS. Donc ouais, ils ont un peu leur sport les Russes. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'on jouait à UFC 5 juste avant. Et Mhm. on a combattu Sergei Pavlovich et il n'a fait que m'amener au sol, tu vois. Et j'étais en Ah ben mode, voilà. bah dis donc, je sais pas si c'est très réaliste, mais c'est assez étonnant quoi d'avoir un mec comme ça qui ne passe son temps à t'amener au sol, alors que pourtant dans la vraie vie c'est plutôt un gars qui reste debout et qui a sa force debout. Ça m'a pas mal surpris. En fait, si tu regardes sa carrière avant l'UFC, bon, c'est pour ceux qui ont le temps, évidemment, il a 2 décisions, sur ses 3 derniers combats avant de rejoindre l'UFC et sa dernière décision, c'était en 5 rounds de 5 minutes, donc on sait qu'il peut tenir la distance puisque ça aussi, c'est une question qui se posait, Mhm. auprès des gens. C'est: «Ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'il passe le premier round? Il sera fatigué et tout». La réalité, c'est qu'il a déjà fait 5 rounds de 5 minutes juste avant de rejoindre l'UFC Mhm. et dans la 5e reprise, il lutte pas mal aussi avec, franchement une lutte très, très propre. Alors son adversaire pesait que 100 kilos, donc il y a aussi, il y avait une différence de force et de gabarit, mais on l'a déjà vu lutter par le passé. C'est juste qu'il a jamais utilisé ça à l'UFC, donc ça peut aussi être une stratégie de tant que je gagne debout, je fais croire que je suis un striker et puis si quelqu'un veut venir me tester en lutte, bah, qu'il vienne parce que j'ai aussi mes compétences Mhm. dedans. Ok, non mais ça va être un combat intéressant. C'est quoi toi tes pronostics pour ce combat? Qui tu vas l'emporter entre les deux? Alors moi j'avais donné un léger avantage à Aspinal, mais c'est vraiment le genre de combat qui est très compliqué à pronostiquer de par le fait aussi que c'est chez les poids lourds avec Ouais, et quelqu'un qui est tout peut capable se de passer en t'éteindre fait, en hein. une Ouais. seule frappe. Mais voilà, tout le monde parle de Sergei Pavlovich comme étant une machine parce que c'est le cas. On en oublie presque que Thomas Aspinall est super compétent. En fait, pour moi, Aspinall est techniquement plus fort, Est-ce que la dimension mais physique de Pavlovich voilà, va l'empêcher de faire pareil la technique quoi aussi? chez les poids lourds, enfin, dans aucune division, l'efficacité est plus importante que la technique. Et face à quelqu'un comme Pavlovich, il n'y a rien à dire, il est super efficace. Mhm. Donc il y a vraiment c'est un combat ultra ouvert. Les cotes de Paris, jusqu'à hier, c'était 50-50, Mhm. pile poil. Et ce matin, ça a un tout petit peu bougé. On est sur du 52-48 à l'avantage de Aspinal. Et moi, je m'aligne à ça. Pour moi, Aspinal, il est favori à 52-55%. Donc je dois me positionner de ce côté-là pour mon pronostic. Mais je laisse une grande porte ouverte à la victoire de Pavlovich, comme il le fait d'habitude, de manière assez expéditive. Alors le yaourt qui nous pose pourquoi Pavlovich n'a jamais eu de title shot. Bah entre guillemets c'est un title shot puisque ce sera pour le championnat intérimaire puisque vu que on le disait John Jones est blessé sur une longue durée. Du coup il y a un titre de champion intérimaire que Cyril Gane avait eu d'ailleurs qui est mis en jeu du coup entre ces deux combattants et l'un des deux repartira avec une ceinture du Madison Square Garden. Passons sur les autres combats et notamment sur l'autre, peut-être le main event avant de passer au celui de Benoît. Après, j'aimerais bien aussi qu'on parle des autres combats de cette main card parce que il y a beaucoup de moi des combattants personnellement que je connais beaucoup moins et on en reparlera juste après. Mais passons à ce Jiri Prochazka Alex Pereira. RMC a fait un super docu pour un peu nous expliquer
le parcours de ces deux hommes, avec Alex Pereira qui monte de catégorie après avoir perdu sa ceinture face à Adesanya lors de son dernier combat. Et cette fois-ci, Avant-dernier. Il a avant-dernier. déjà monté. Il avait gagné Ah oui, c'est contre vrai, contre Blachowicz. Blachowicz, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Exactement. Et donc là, il combat face à Jiri Prochazka. Et moi, j'avoue que j'ai un truc avec Jiri Prochazka. J'adore ce. Enfin, il est à moitié fou, mais ce côté où il est complètement dévoué à son sport. Il s'entraîne dans la forêt, à l'ancienne. Vous l'expliquez dans votre podcast où il s'entraîne même avec des vieilles techniques de karatéka où tu frappes le plus fort possible contre des morceaux de bois pour voir si tu renforces tes jambes. Je sais pas, il a un côté presque romantique, quoi, Prochazka. Ouais, c'est le samouraï, le samouraï des temps modernes. C'est un vrai artiste, un vrai martial. Il fait des folies. Il va faire un jeûne de 5 jours en s'isolant dans une cabine dans les bois sans bouger de la cabine. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de particulier et c'est ce que je disais Clairement. dans le podcast aussi. Il faut pas du tout s'inspirer de sa façon de s'entraîner ni de Pourtant sa là, pédagogie. dis-toi que j'allais partir dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye à côté de chez moi juste pour essayer un peu de me recentrer là. Pendant 4-5 jours, ça m'aurait fait du bien. Mais je suis persuadé que je suis persuadé que ce serait bénéfique de faire ça pour tout le monde, que ce soit Ouais. pour un sportif ou un non sportif. Mais lui, il le fait tous les 3 mois, j'ai l'impression. Et Hmm. pour lui, ça fonctionne bien parce qu'il a l'état d'esprit qui va avec. Ça fait un peu penser à Ross dans Friends, hein. Il a le unagi, ou je sais pas si c'est lui qui dit, Ouais, je vois. Ok. mais ouais, il a clairement ce côté libre, ultra innovant, ultra créatif. Et en fait, sa personnalité qu'on voit, comme tu le soulignes très bien, à Mhm. faire des dingueries dans la nature et tout ça, ça se ressent dans la cage parce qu'il combat d'une manière qui est quasi impossible à simuler Hmm. à l'entraînement parce que il n'y a que un Prochaska, il n'y a que un gars qui combat comme ça, c'est prendre un Tony Ferguson et le pousser à l'extrême de la créativité. Ouais, il y a ce. Mais malgré tout le décorum autour de ça, il y a une vraie létalité chez Prochaska qui fait que Mhm. même s'il y a tout ça autour, c'est porté par le fait que dans la cage, il a un côté très. Il va vers l'avant, quoi. Il fonce et ce qui est très impressionnant, quand on voit notamment le KO qu'il met sur un coup de coude retourné, c'est. Ouais, quand ça, yes. Ouais, très costaud, quoi. Très, très costaud. C'est ultra impressionnant en fait, oui. Donc Prochaska, je vais aller prendre ces statistiques parce que c'est toujours bien de parler aussi avec des chiffres. Donc il va toucher ses adversaires 5,77, pardon, je suis belge, hein, donc On accepte, 5,77 fois t'inquiète. à la minute et il va se faire toucher 5,40 fois en retour à la minute. Donc en gros, c'est un donné pour un reçu. Et dans une division poids mi-lourd, donc moins de 93 kilos, c'est très actif. C'est vraiment très très actif comme volume de jeu. Ça veut dire que le mec, il avance pour avoir de l'action. Mhm. C'est la meilleure façon de le décrire. C'est pas quelqu'un qui vient spécialement avec une stratégie, c'est pas spécialement quelqu'un qui vient pour calculer, mesurer le combat. Il vient pour créer du chaos et Ok. il s'en sort très très bien dans le. Moi j'appelle ça le chaos contrôlé, quoi. Toi, d'un point de vue extérieur, tu as l'impression que c'est n'importe quoi, mais la réalité c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il rentre un peu dans un état de flow, l'impression que tout est automatisé, mais que c'est comme ça qu'il s'alimente. Et c'est quoi son passif de combattant avant le MMA à Prochaska? Il fait son art martial de prédilection? Ah, c'est une très bonne question. Je me suis jamais Ok. renseigné là-dessus. Je vais être honnête, ça m'étonnerait pas que ça vienne du Jeet Kune Do. Je vais voir si je peux trouver l'information Parce que je dis rapidement. ça parce qu'il fait quand même face à quelqu'un, enfin Alex Pereira que vous voyez juste en dessous, qui a été champion, enfin qui a été l'un des meilleurs kickboxers de la planète, c'était le meilleur kickboxer de la planète. Donc, ce qui fait que là, même si c'est un excellent combattant pied-point, Jiri Prochazka, il fait face à ce qui se fait de mieux au monde. Et c'est vrai que on se demande si tout ce côté martial va suffire face à l'homme aux mains de pierre, parce que Pereira frappe très 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 fort. Et même dans ce chaos, on a peur que ça suffise pas pour Prochaska, quoi. Ouais, et ouais, je suis en train de lire et c'est super intéressant. Donc le gars a une journée, bon, une jeunesse un peu normale. Il a fait du foot, il a fait du freestyle, BMX. Il a fait du BMX et il a fait du floorball. Donc ça, c'est du hockey, un style de hockey. Euh, et alors, je vois qu'après, il est devenu hooligan pour un club de Ah oui, foot. ça Et on donc, avait entendu, effectivement, qu'il se battait. il a fait pas mal de bagarres de rue, des 30 contre 30, ce genre de trucs. Et il vient de là. Et donc après, je vois Bah que voilà, c'est il a son été sport, hein, finalement, le inspiré. hooliganisme. Bravo. C'est juste ça. Et, et- et je vois que par la suite, il a été inspiré par Ramon Dekkers, donc kickboxer, Mirko Filipovic, donc Krokop et Fedor, donc ça c'est directement du MMA. Ok. Et après avoir vu le film Never Back Down,
Il a commencé à s'entraîner en boxe thaï. Et après, il a rejoint le MMA. Donc rien de spécialement particulier. Il n'y a Ok. pas il y a pas un art martial. On aurait pu croire qu'il venait, je sais pas moi, du kung-fu ou Oui, un du truc un peu comme kick-boxing, ça. comme je le disais, mais en tout cas sur son Wikipédia, c'est pas indiqué. On voit pas de référence là-dessus. Ouais, clairement. Et non, non, mais du coup, c'est vrai que tous ces qualités-là, c'est ce que vous disiez dans le podcast aussi, c'est que ça peut être compliqué face à un Alex Pereira qui, pour toi, est favori dans cette rencontre, le Brésilien. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a une vidéo qui va sortir, je sais pas si je la sors ce soir ou demain, où on repasse au travers de toute la carte principale avec Brian, avec un angle de parieur plus que d'analyste. Mhm. Mais on s'était mis d'accord, Brian et moi, dans notre analyse, c'est euh, les gens ont raison quand ils disent que Prochaska est plus complet que Pereira. Mhm. Prochaska a une meilleure lutte et un meilleur sol que Pereira. Malgré ça, j'ai beaucoup de mal à voir Prochaska réussir les amener au sol. Ouais. Et par conséquent dominer Pereira dans le domaine de la lutte et du grappling. Surtout qu'il sort d'une opération à l'épaule, donc ça devrait l'embêter quand même sur Oui, c'est le vrai, il point a de une vue de grosse, la lutte. grosse blessure à l'épaule, ouais, c'est vrai. Ouais, il faut pas oublier ça. Et par conséquent, je pense que le combat va rester debout. Alors, Mhm. debout contre Prochaska, c'est un concept de réussir à contrôler le mec. Mais on parle quand même de Alex Pereira de l'autre côté, qui a une carrière étendue en kickboxing au plus haut niveau, comme tu l'as très bien souligné, et qui continue à montrer qu'il a très bien traduit son kickboxing dans le monde du MMA. Donc, je pense que le combat va rester principalement debout. Prochaska est capable de surprendre Pereira, ça c'est sûr et certain. Mais je pense tout de même que Pereira dominera les minutes du combat et trouvera son ouverture pour finaliser quand la fatigue s'installe un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Et aussi, voir les. Enfin, Prochaska, aussi. Enfin, est-ce qu'il a beaucoup combattu sur 5 rounds aussi, Prochaska? Son dernier combat, c'était contre Glover Teixeira, donc le partenaire d'entraînement principal de Pereira. Ah Donc oui, ça aussi, d'accord. c'est un petit avantage pour Ah, il Pereira, le hein. connaît bien, du coup. Enfin, il va bien le Il a un connaître, partenaire Pereira. d'entraînement qui a fait 24 minutes et 32 secondes de combat contre Prochaska. Ok. Et Prochaska lui a pris la ceinture. Donc voilà, on a vu un Prochaska qui est capable et qui est compétent dans la fatigue. Mhm. J'ai pas peur pour son cardio, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je pense que si ça va au cinquième round, ça va pas devenir ennuyeux, tu sais, comme certains combats où Oui, tu es là, oui, les deux sont trop fatigués, c'est chiant. clairement. Je crois que les deux vont continuer à engager dans la dernière reprise. Mais voilà, je donnerai pas un avantage ni à l'un ni à l'autre sur le plan de l'énergie. Ok. Non, en tout cas, ça va être ce qui est sûr, c'est que ça va être un combat engagé. Et de mon point de vue d'amateur, j'ai du mal à le voir aller jusqu'au bout, ce combat. J'ai du mal à le voir aller jusqu'au cinquième round parce que, vu comment est-ce que Yiri semble s'engager dans ses combats et comment est-ce que Pereira semble taper fort, j'ai l'impression que ça se terminera, ça ira pas à la décision, quoi. Bah, en fait, si tu prends le palmarès de Yiri, c'est 29 victoires, 3 défaites, une égalité, ce qui nous fait tomber sur 33 combats. Et sur les 33 combats, il y a une seule décision, Mhm. Les chiffres, gagnée comme perdue. ça ne ment Donc pas les chiffres, hein, bien sûr. voilà, les chiffres ne mentent pas. Et alors, on peut aller voir rapidement Pereira, c'est plus facile à calculer. Il y a 10 combats. Sur les 10 combats, il y a 2 décisions. Donc 80% des combats vont au finish. Donc si tu fais l'addition des deux, Mhm. tu es vraiment sur un plus de 95% des combats. Euh, Voient la fin, quoi. En tout cas, ça va être une carte, j'ai l'impression, un peu violente, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'ai entre même le Pavlovich Aspinal et même le Viri Prochaska Pereira. C'est une carte qui va être. Ça va être très engagé, comme les différents combats qu'on va voir sur cette main card, en tout cas. Bah, en fait, les 5, avec des facettes différentes. Donc, si on parle de Sabatini contre Lopez, ça va être violent dans le sens grappling. Euh, Si tu prends Mackenzie Dern contre Andrade, ça va être violent, un peu bordélique comme ça, parce que Andrade rentre dans l'art et Mackenzie n'a pas cette volonté de contrôler un combat. Mhm. BSD, je pense que c'est la transition parfaite pour venir en parler. Ça va être de la violence pure. Et les deux combats dont on vient de parler, on est tous les deux d'accord. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce sera très engagé et, euh, et actif. Ça va être intéressant. Effectivement, on va pouvoir parler un peu de ce Matt Frévola à Benoît Saint-Denis. Donc un combat qui, évidemment, on attend beaucoup parce que Benoît a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux en termes de notoriété cette dernière année avec sa masterclass face à Bonfim, sa dernière victoire aussi face à Thiago Moises à l'UFC Paris. Et là, donc, il enchaîne et surtout, en fait, le truc de Benoît, c'est qu'il a un style impressionnant parce qu'il est très agressif. En plus de ça, il combat régulièrement. Et donc, ce qui fait que les gens aiment voir Benoît. Et là, on a l'impression qu'il passe un step puisqu'il combat Matt Frévola,
qui est 14e de la catégorie des lightweight. Et donc, c'est ce que Benoît demandait depuis quelques combats maintenant, c'est-à-dire une opportunité pour rentrer dans ce fameux top 15 et donc essayer de grimper dans cette catégorie qui, on le rappelle, on le regardait tout à l'heure quand on jouait à UFC 5, qui est une catégorie absolument monstrueuse. Et donc là, il veut avoir cette opportunité face à Matt Frevola qui est sur trois victoires consécutives aussi, donc qui est sur une bonne dynamique également de son côté. Il ne faudra pas l'oublier, même si on veut voir Benoît gagner, on est sur quelqu'un qui est en confiance du côté de l'Américain. Oui, tout à fait. Alors déjà premièrement, moi je m'attendais, je t'avoue, à voir Benoît Saint-Denis dans le top 15 après sa victoire contre Moïse. Donc pour moi, si on doit allonger le top 15, il est à la 16e position. Ok. Et donc ici, bon, une victoire, ça le fait clairement rentrer dans le top 15. Et si c'est une belle victoire, on S'il avait gagne, est-ce calculé qu'il avec. est-ce qu'il prend la place 14 ou est-ce qu'il peut monter un peu plus haut que cette 14e place? Pour moi, ça dépend de la manière dont il gagne, parce que Ok. ce sera toujours considéré pour établir les rankings. Mais clairement, s'il gagne, il serait sur combien de victoires et par conséquent de finish d'affilée? Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Il serait sur 5 victoires d'affilée. S'il finalise Matt Frevola, il serait sur 5 finishes d'affilée. Ok. Pour moi, tu peux le faire rentrer dans le top 15 à la place de Moicano facilement, donc en 13. Et tu pourrais avoir un argument pour le faire dépasser Bobby Green et Jalen Turner également. Donc pour moi, en cas de victoire avec sans manière, une bête décision, ce qui est peu probable, il prendrait juste la place de Frevola selon moi, donc il Ok. viendrait en 14. Si à la manière, ce qui me semble probable, on pourrait le voir entre 11 et 13. Donc voilà, je vous montre ici voilà, le système de ranked. En fait, les 15 premiers de la division sont rankés. Après, vous êtes 100 rangs. Et après, il faut que vous affrontiez des fameux membres de ce top 15 pour essayer après de grimper, grimper au fur et à mesure. Donc, c'est quand même. Et là, vous le voyez, la catégorie, elle est juste ici, avec Islam Makhachev, évidemment, qui trône en haut de ce classement. Donc, il y a des gens qui disent dans le chat, franchement, je vois bien une décision entre les deux hommes. C'est rigolo parce que c'est vraiment à l'opposé de ce que je pourrais penser sur ce combat. Parce que même si on voit que Benoît a un style très agressif, on a même entendu des fois Daniel Warin, son coach, dire va pas à la bagarre, arrête d'aller te bagarrer. Je pense que c'est pas Matt Frevola qui va le calmer, quoi. C'est pas lui qui va le temporiser, en tout cas. Non, non, c'est deux mecs qui engagent le combat. Alors, si on voit une décision sur ce combat, c'est plus sur l'argument de les deux sont durables et on a du mal à les voir se faire finaliser, surtout par soumission. Je pense que les deux ont un très très bon sol. Ceci étant dit, Matt Frevola, pour moi, il a quand même un menton qui est assez fragile, hein. On l'a vu se faire éteindre deux fois, une fois contre Terence McKinney et l'autre fois c'est contre Paulo Reyes. Moi, j'ai vraiment du mal à voir un combat de Benoît Saint-Denis qui va à la décision parce que Ça nous semble étonnant, quand même. ouais, c'est tellement engagé. Il est opportuniste en plus de ça. Il est capable de trouver son finish, que ce soit par TKO ou par soumission. Voilà, moi, pour moi, c'est un combat qui devrait se finir, d'autant plus que Matt Frevola, ben, encore une fois, si on reprend plutôt les chiffres, il est sur 3 victoires d'affilée et c'est 3 victoires au premier round par KO. Avant ça, il s'est fait éteindre en 7 secondes. Donc sur les 4 derniers combats, on a vraiment 4 finishes du côté de Matt Frevola et du côté de Benoît Saint-Denis. 100% de ses victoires, c'est par finish. Sa seule défaite est à la décision. Donc à la limite, si c'est une décision, ça pue pour Benoît parce que ça voudrait dire qu'il perd. Enfin, Ouais, c'est ça. statistiquement, on doit se baser là-dessus. Si on doit se passer sur les statistiques. Tu parlais de quelque chose d'intéressant sur le menton. Tu disais que Matt Frevola avait pas un bon menton. On se posait la question, je crois, il y a 1 ou 2 jours dans le chat, vous me direz, sur avoir un bon menton. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est... Enfin, moi, je disais que ça pouvait se travailler, mais est-ce que ça se travaille d'avoir un bon menton ou c'est quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas, quoi, finalement? Alors moi, j'ai jamais lu une étude qui prouvait que ça pouvait se travailler. Ok. Ceci étant dit, on peut, tu vois, on peut essayer de réfléchir à la question. Pour moi, il y a 2 éléments qui pourraient te permettre d'avoir un meilleur menton. Donc forcément, d'abord, il faut comprendre ce qu'est un KO, hein. Donc un KO, c'est quand tu as ton cerveau qui bouge de manière très soudaine dans ta boîte crânienne. Et souvent, ça survient quand ta tête bouge de manière extrêmement rapide dans une direction. Et étant donné qu'on n'est pas dans le film L'Exorciste, il y a tes cervicales à un moment qui arrêtent ton mouvement de manière brusque, parce qu'il y a une limite à tourner la tête. Et c'est au moment où ta boîte crânienne s'arrête et que ton cerveau continue, que ton cerveau va taper à l'intérieur de la boîte crânienne d'un côté puis de l'autre. Et c'est le multi-choc qui va faire que
Ok. tes lumières vont être éteintes. Donc pour moi, il y a 2 éléments qui peuvent aider à, mieux résister au chaos. Ce sont tous les muscles qui vont faire en sorte que quand on te frappe, ta tête bouge moins vite, Mhm. donc tous les muscles qui sont, au niveau des trapèzes, du cou, de la nuque. Et le deuxième élément, c'est, le cardio. Le cardio te permet de pas combattre la bouche ouverte. Bouche Mhm. ouverte, quand tu Bien viens sûr. taper la pointe du menton, ta tête va plus rapidement bouger, parce que tu as un impact qui est plus loin que les muscles, Ouais. Mouvement de levier, résistants en aux fait, qui est frappes. plus important si tu ouvres, quoi. Ok. Et puis tout simplement, quand tu es fatigué, tes muscles fonctionnent moins bien. Mhm. Si je te demande de faire, un maximum de pompes maintenant, tu vas m'en faire, enfin pompage, tu vas m'en faire, une série, peu importe, on va dire 100. Si je te donne 30 secondes de répit et que je te Effectivement. demande de faire un maximum de pompage juste après, tu vas pas m'en refaire 100, tu vas peut-être m'en faire 20 parce que tu es Ouais, crevé. tout à fait. Et donc la fatigue fait que tes muscles fonctionnent moins bien et donc quand tu es fatigué, ce sera pareil, tes muscles ici seront peut-être un peu Mhm. moins résistants et tu seras plus propice au chaos. Donc pour moi, la résistance au chaos pourrait se travailler en travaillant les muscles de la nuque et en travaillant son cardio. Mais ça à prendre avec des pincettes parce que de un, je suis pas médecin Ouais. et de deux, j'ai pas lu d'études qui pouvaient prouver cela. Tu vois, au rugby, moi je regarde beaucoup de rugby et quand tu te fais commotionner une fois, tu te fais recommotionner plus facilement derrière. C'est-à-dire que Mm. un choc moins important va ramener une commotion. Est-ce que dans le KO, c'est vrai aussi? C'est-à-dire, est-ce que si tu te fais mettre KO une fois, est-ce que tu te refais KO plus facilement ensuite? Je pense que oui. Là encore une fois, j'ai pas de chiffres et j'ai pas d'études. En même temps, ce serait dommage de faire des études là-dessus parce que ton étude, tu vas la faire comment? Tu vas mettre des Sur un mec KO que à tu des vas gens et tu vas fracasser. ouais, c'est ça. Tu L'enfer. tu Oui, tu j'avoue. dois appliquer une certaine force de frappe sur quelqu'un. Ah, il s'est fait mettre KO avec telle frappe, telle force de frappe. On le fait revenir dans 2 Dans semaines deux et on semaines, met, il en remet 10% une. en moins. Ce serait bizarre. Ce serait bizarre La comme tête de étude. l'étude, elle est étonnante. Oui, j'avoue. Ouais, J'avoue qu'en termes de chiffres, c'est on des va pas être personnes aidé. suicidaires, peut-être, mais, hem j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'on dit souvent que le menton peut lâcher. Tu regardes un Chuck Liddell, par exemple, pour prendre quelqu'un, d'il y a plus longtemps, hem le mec avait un style qui dépendait de sa capacité à encaisser des coups et à rester debout. Mhm. Et dès le moment où son menton a lâché, il est parti sur une série de défaites qui étaient, assez misérables et c'est parce que son style, il n'a pas pu adapter son style et son menton n'était plus capable de résister à certaines Mhm. frappes et donc tu vois des gars qui, à un moment de leur carrière, étaient capables d'encaisser des parpaings pas possibles et puis, un peu plus tard, ils se font éteindre sur un coup de coussin, quoi. Ouais. Et donc je pense que oui, je pense que, prendre un KO te rend plus sujet à en prendre par la suite. Encore une fois, je pense pas que ce soit une science exacte, mais heu, ouais, il y a peut-être je sais pas expliquer ça comme ça, mais il y a peut-être Mhm. des circuits neuronaux qui font que donc un truc qu'il faut comprendre sur le chaos, c'est que normalement, c'est ton cerveau qui te protège. Ouais. Il s'éteint pour te protéger, pour se reposer, pour, mieux enfin, refonctionner par la suite et donc peut-être que tu as des circuits neuronaux qui retiennent genre: «Ah, la dernière fois qu'on a eu ça, on Mhm. s'est éteint, donc ici pour, de la prévention, on va de nouveau s'éteindre, Ouais, c'est ça. Et quand plus t'es rapidement combattant, ou c'est pas forcément même si c'est pour le commun des mortels, c'est sûrement bien, mais pour les combattants, c'est vrai que du coup, ça peut être un peu embêtant. Pour revenir sur le combat en lui-même, Benoît, un peu ce qu'on lit en gros, c'est que les deux aiment évidemment être dans la boîte et rester faire la bagarre, mais que Benoît semble être un peu devant, debout et surtout plus dominant au sol, c'est-à-dire on a eu moins l'occasion. On l'a vu un peu face à Thiago Moises, mais c'est vrai que sur ces derniers combats, on a vu un Benoît évidemment très engagé debout, mais aussi il a une capacité au Benoît Saint-Denis à travailler au sol qui est aussi assez impressionnante et qui sûrement pourrait être un chemin vers la victoire pour Benoît. je pense que Benoît a des chemins vers la victoire, debout comme au sol. Pour moi, il peut un peu choisir. Là où il y a la plus grande différence de niveau à l'avantage de Benoît, c'est au sol avec Benoît au-dessus. Ok, Ça, c'est d'accord. clair que, pour moi, debout, Benoît est meilleur, mais il y a un vrai risque parce qu'on l'a vu, Matt Frevola est capable d'éteindre les lumières sur une seule frappe Dessine-les. et pour moi, justement, la plus grosse erreur que Benoît pourrait faire, c'est de trop faire confiance à son menton dans ce combat-ci. Il doit quand même rentrer dans le combat un peu avec cette optique de mettre une pression, mais avoir un peu cette logique boxe anglaise de toucher sans se faire toucher. Mhm. Heu, pour moi, s'il a une opportunité de pouvoir mettre au sol, il doit sauter dessus. Il Ok. doit sauter dessus parce que c'est là où il sera le plus safe. S'il arrive à mettre au sol, à sa guise et prendre la position du dessus, c'est là qu'il pourra faire le meilleur de son taf et je le vois pas se faire soumettre, avec un Matt Frevola sur son dos donc
Donc voilà, il a plusieurs chemins vers la victoire, mais il y en a un qui est plus safe, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y en a un où. Après, peut-être qu'il a envie aussi de continuer à montrer aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Et c'est ce qui avait un peu fait défaut à un moment donné à Cyril Gane, c'est la manière. Il y a gagné le combat, mais il y a la manière dont tu le gagnes aussi qui est important. Et c'est vrai que face à Thiago Moises, par exemple, qui était, je le rappelle, à ce moment-là, un gros prospect de l'UFC, quand il le finit au premier round sur une soumission, c'est vrai que ça met un peu tout le monde, d'accord. Donc c'est vrai que peut-être que Benoît va vouloir chercher aussi à impressionner. En plus, il sera à New York et son adversaire est new-yorkais. Donc il y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte. Je pense que tu as fait un petit lapsus entre Moïse et Ah, Bon pardon, Film. ouais, bon film, ouais. Mais bon, de toute façon, il a été impressionnant dans Dans les les deux, deux. ouais. Il a mis les pendules à l'heure dans les deux combats. Mais ouais, je pense que Benoît a ultra confiance en lui, en sa progression, en ses compétences. Et du coup, il veut monter le plus rapidement possible vers le top du classement. Et clairement, le meilleur moyen de monter rapidement, c'est être actif et faire des performances mémorables. Pour l'instant, il est sur une belle série de performances mémorables. Il est actif et je crois pas qu'il va vouloir s'arrêter maintenant. Ce style, c'est quelque chose que tu peux arrêter une fois que tu as ton title shot. Parce qu'une fois que tu as ton title shot, que tu gagnes de manière chiante ou de manière spectaculaire, ça change rien. Tu deviens le champion et l'UFC doit faire combattre leur champion. Donc, Ouais. connaissant un peu le mental de Benoît, je crois qu'il va continuer sur ce style-là tant que ça fonctionne et tant qu'il n'a pas la ceinture. Moi, j'aimerais aussi te demander, nous, on voit, évidemment, les fans français voient Benoît aller très haut, très vite. Peut-être que, étant belge, tu as peut-être la tête un peu plus froide par rapport à Benoît, même si je sais très bien, évidemment, que beaucoup des gens qui te suivent aussi sont français. Quel est ton regard sur le potentiel de Benoît Saint-Denis? À quel point il peut aller haut dans cette catégorie? Pour moi, il a tout pour être champion. Ah ouais, à ce point-là. Wow. Je le dis de manière assez neutre. Alors, je dis pas qu'il a tout pour continuer sur sa série de victoires et devenir champion sans le moindre obstacle, sans la moindre défaite. Comme tu l'as souligné il y a quelques minutes, la division, elle est extrêmement forte, elle est extrêmement compliquée. Mais quand on regarde quand Benoît Saint-Denis a commencé sa carrière et quel niveau il a maintenant, je l'ai déjà dit en off, donc je le dis pas parce qu'il y a des Français qui écoutent. J'ai jamais, je suis du MMA depuis 15 ans, j'ai jamais vu quelqu'un qui progressait aussi vite que Benoît. Ceci étant dit, il y a des mecs qui progressent super vite et qui font des grosses ascensions. Je vais prendre Thomas Almeida. C'est quelqu'un qui est arrivé à l'UFC, qui a fait une ascension de dingue. Tout le monde le voyait comme un futur champion. Une défaite et c'était la dégringolade. C'est pas du tout ce que je souhaite à Benoît. Mais pour moi, Benoît a vraiment euh, il est en train de connaître une ascension, une progression technique. Il a le menton, il a le mental. Il a vraiment le triangle magique pour un futur champion. Maintenant, dans une carrière, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il peut se blesser, il peut Ouais. avoir une défaite qui le brise complètement mentalement. Ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Donc voilà, il a tout pour être champion. C'est pas pour autant qu'il le sera. Il doit continuer son ascension. Ça peut paraître bête, mais il est tellement actif pour le moment qu'il pourrait se retrouver en surentraînement Parce que et 3 avoir des combats dans la même année, difficultés c'est quand physiques. même, c'est Voilà, quand c'est même ça. très Donc, solide. Hein. devenir champion à l'UFC, il faut vraiment que, j'ai pas envie de dire que les planètes s'alignent parce que ça fait un peu genre coup de chance, mais il faut vraiment que tout se passe pour le mieux. Et en tant que combattant MMA, tu essayes de contrôler un maximum de choses. Tu essayes de contrôler ta nourriture, tu essaies de contrôler tes entraînements, tu essaies de contrôler ta gestion de carrière, tu essaies de contrôler au mieux ton sommeil. Mais voilà, là, il vient d'être papa aussi, donc je sais ce que c'est. Je viens d'être papa aussi. Et voilà, de temps en temps, ton sommeil, bah, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as un bébé qui pleure, tu vas pas aller dormir toutes tes nuits à l'hôtel en laissant ta femme gérer ça. Bien sûr. Donc voilà, tout ne peut pas être optimal. Donc moi, je lui souhaite vraiment de devenir champion. J'apprécie beaucoup Benoît. Il a tout pour. Mais c'est pas pour autant qu'il le sera par défaut, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans cette division qui ont tout pour être champion aussi. Ouais, c'est ça. Alors, quand tu dis avoir les planètes alignées, il faut évidemment tout mettre, il faut déjà tout mettre en place. Et en plus de ça, il faut avoir ce petit brin de réussite qui fait que tu vas pas te blesser au mauvais moment, ou que tu vas pas avoir la blessure qui fait que ça va te retarder, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent bien fonctionner Ouais, au bon moment, quoi.
Et ça paraît bête, mais bon, ceux qui font du sport, ils sont au courant. Le sport, c'est la performance. Tu prends, je vais prendre les sports où tu as pas d'adversité directe. Donc ce que j'appelle par, adversité directe, c'est comme au tennis ou en boxe ou en MMA, c'est l'un contre l'autre Mhm. directement et ce que l'un fait a directement un impact sur l'autre. L'adversité indirecte, c'est comme, la natation, la course à pied. Voilà, tu as tes concurrents qui sont en même temps que toi, mais ce que eux font, en fait, n'impacte pas. Ils sont chacun sur sa Mhm. ligne. Quand on regarde des Michael Phelps ou des Usain Bolt, les mecs sont capables d'être à 100% tout le temps, à gagner toutes les courses et c'est ultra impressionnant. Et en MMA, tu as un peu ce truc de le soir du combat, je dois être à 100% parce que si je Mhm. ne le suis pas, j'ai une défaite et ça me remet très loin dans ma carrière. Donc, non seulement si Benoît veut être champion, il doit être au top de sa forme pour tous les combats importants, mais il peut aussi tomber sur quelqu'un qui est exceptionnellement au top de sa forme le soir du combat et tu aurais un BSD à 100% contre un Mhm. adversaire un peu moins fort que lui, mais à 110% ce soir-là. Et ça peut bloquer. Donc, tu as eu pas mal de combattants comme ça à l'UFC qui ont été excellents, excellents, excellents dans tous leurs combats, mais qui ont chaque fois été légèrement trop courts dans les combats les plus importants. Tu prends un Gustafsson, c'était pas passé loin contre John Jones la première fois, c'était pas passé loin contre Daniel Cormier, et en fait, le mec qui finit de sa carrière, il a jamais été champion de l'UFC, Ouais, et ça ça s'est arrive pas joué aussi. à grand-chose. Ouais, c'est Et des ça ch- pourrait arriver à un gars comme BSD parce qu'il est dans une division où tu peux être aussi fort que tu veux, aussi euh, dans une performance optimale comme tu veux le soir des combats Mhm. importants. Il pourrait tomber contre un Islam Makhachev des grands jours et malheureusement Ça ce passerait soir-là pas. ça n'irait pas alors que si le combat avait eu lieu Complètement. le lendemain il aurait gagné. Donc Ouais, et puis je c'est trouve que aussi la réalité du c'est. sport. Ouais, c'est arrêté de ce sport, hein, parce que les sports de combat, c'est notamment le MMA et la boxe aussi, c'est-à-dire que tu t'entraînes longtemps Mm. pour. Parce que c'est pas comme tu vois, le foot où si tu perds un match, tu reviens la semaine d'après et bon, bah, si tu finis champion à la fin de l'année, on aura oublié peut-être les 10 défaites que tu auras eues dans ta saison, quoi, imaginons. Alors que c'est vrai C'est que ça. quand tu fais du MMA, tu prépares plusieurs mois, tu dois être prêt à ce moment-là, et si tu perds, tu fais un gros pas en arrière. Enfin, ça compte, quoi. Alors évidemment, il y en a qui sont devenus champions avec des défaites, mais quand même, ça peut briser une série de victoires, un momentum. Tu peux te poser beaucoup de questions, et avant de pouvoir recombattre, bah, il y a plusieurs semaines qui s'écoulent. Donc pour retrouver de la certitude, ça prend du temps. Et c'est vrai que je trouve que c'est des combats, c'est des sports qui doivent être mentalement aussi très demandants, tu vois, Ah, pour avancer. c'est très compliqué parce que comme tu le dis, tu combats pas toutes les semaines. Donc quand tu perds, mentalement, tu restes sur ta défaite Ouais, c'est pendant des clair. mois. Même des fois, c'est plus qu'un an. Et donc mentalement, c'est difficile. Donc tu en as, ça les anime, hein. Ils disent: je veux plus connaître le goût de la défaite une fois de plus dans ma carrière, donc je vais me donner à fond». Mais il y a aussi des mecs qui vont, baisser les bras et quand tu vois, tu as les 2 types d'histoires. Quand tu regardes un Charles Oliveira ou un Jan Blachowicz, à un moment, ils avaient des palmarès négatifs à l'UFC, donc quand tu entendais leur nom à l'époque, tu disais: «OK, ça, c'est les mecs qui vont faire, Gatekeeper top 20 Ouais, ok. et c'est tout» et au final, bah, plus tard dans leur carrière, ils ont connu leur ascension vers le titre et puis tu as des mecs à l'inverse, on va prendre, Dominic Reyes, on en parlait tout à l'heure avec Prochaska. Le mec a une ascension de dingue, il perd une décision partagée contre John Jones et maintenant il est sur 4 défaites d'affilée, on va plus en entendre parler, quoi et Ouais, donc c'est il ça. était, on peut même argumenter en se disant si c'était 3 autres juges ce soir-là, le mec aurait été champion en battant John Jones. T'imagines ce que ça fait sur ton CV? Ah, Et ça aujourd'hui, change quand tout, tu ouais. parles de Dominique Reyes à des nouveaux fans, ils savent même pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est Dominique Reyes, je vais pas te le cacher, je ne sais pas. Ah ben c'est le gars qui a pris le double coup de coude contre Prochaska. Donc tu Ah l'as oui, déjà ok. vu combattre, Donc mais si je l'ai déjà vu, mais sans savoir que c'était lui, quoi. Effectivement. voilà, tu te souviens de sa Je défaite. me souviens de l'énorme coup de coude qu'il a pris, effectivement. Voilà. Mais non, mais discussion hyper intéressante. Et question que nous posait Kefa dans le chat. Kefa qui nous demande Benoît Saint-Denis parle du titre BMF. Est-ce que ça peut être un objectif avant la ceinture de la catégorie? Alors, oui et non. Ça peut l'être parce que je pense que si l'UFC propose de combattre, contre, j'invente, si l'UFC dit, «OK, Max Holloway ne veut pas combattre contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF à l'UFC 300», on le propose à BSD, il doit accepter, il Mhm. doit accepter. Mais, pour moi, il doit d'abord cibler la vraie ceinture parce que la ceinture BMF, elle sera toujours un peu critiquée en mode, elle a été créée pour Diaz et Jorge Masvidal, voilà, c'est pas une vraie ceinture UFC, c'est plus une ceinture de prestige. Mhm. Elle est bonne à prendre, c'est stylé s'il l'a, mais a posteriori, s'il a eu la ceinture BMF, mais pas la ceinture UFC, tu auras toujours cet argument de
Ça a pas la Mhm. valeur de tu pas battu Makhachev dans ta carrière ou t'as pas battu le champion qui avait la ceinture au moment où tu étais au top de la division. Donc, heu, son objectif doit être la ceinture UFC. La BMF, je la verrais plus comme un bonus. Maintenant, elle est dans sa division pour le moment, Ok. donc ça peut être intéressant de garder un œil dessus parce que ça te permet aussi de gagner à fond en visibilité, on va dire. Ouais, clairement. Si c'est sur un UFC 300 face à Justin Gaethje, oui, c'est sûr que ça reste un Et puis palier intéressant. Ouais. et il rentre dans la définition du BMF, BSD, hein, c'est vraiment ça. Donc, ce serait un beau respect qu'on pourrait lui donner, au moins de le faire combattre pour la ceinture. Et s'il l'obtient, oui, clairement, tu dis, c'est logique, BSD, BMF, ça colle bien Oui. ensemble. Il a vraiment le personnage qui incarne toutes les définitions qu'on peut donner à cette ceinture. Ouais, BMF qui est Bad Motherfucker, qui est en fait une ceinture, comme on le disait, qui veut rien dire, entre guillemets, qui veut juste, qui honore, on va dire, ceux qui ont des grandes gueules à l'UFC. Et c'est vrai que Benoît, ces derniers temps, s'est un peu montré être quelqu'un qui sait en tout cas ce qu'il veut et qui n'hésite pas à le dire. Et c'est cette ceinture, c'est cette ceinture-là qui est juste ici. Pour revenir sur le pronostic du combat, est-ce que tu vois Benoît l'emporter dans ce combat? Ouais, moi j'ai pronostiqué, j'ai mis mes unités sur Benoît. Je vois Benoît gagner le combat et je vois Benoît finaliser Matt Frevola. Ok. Tu le vois plutôt dans le deuxième round, troisième round? Nous, on a mis deuxième round. Moi, j'ai dit soumission au deuxième round. On avait mis tout à l'heure, on en a discuté. Ouais, moi j'étais. Je sais plus ce que j'ai dit dans le podcast, mais il me semble que moi j'ai dit premier round quand même. Ok. Quand on regarde Matt Frevola, les deux fois où il s'est finalisé, c'est dans la première reprise. Benoît, c'est quelqu'un qui commence fort. Contre Drew Dober, j'ai trouvé Matt Frevola pas du tout à l'aise sur le pied arrière. Pour moi, il trouve son ouverture pour le finish, mais tu refais le combat plusieurs fois, c'est Drew Dober qui le gagne. Et je pense que Matt Frevola, c'est un vrai guerrier, mais malgré tout, BSD sera trop pour Frevola et je peux voir un finish dans la première reprise. Ok, super. Écoute, je vais pas tarder à te laisser, Chris. Tu t'étais libéré un peu de temps pour nous. Un mot rapide sur les deux autres combats de cette carte, parce qu'on a fait les focus évidemment sur les trois combats qui ressortent, nous, en France. Mais pour le coup, moi, je connaissais beaucoup moins les deux autres oppositions, notamment Diego Lopez et Pat Sabatini. Pour le coup, je connais très peu les deux. Est-ce que tu peux nous dresser rapidement le portrait robot de ce combat? Ouais, alors j'ai commencé par Diego Lopez parce qu'il fait un tout petit peu le buzz. Il est arrivé à l'UFC par ce qu'on appelle la petite porte, donc en remplacement de dernière minute pour affronter quelqu'un dans le top 15 que les gens Ouf. connaîtront peut-être, Movsar Evloev. C'est pas rien, il est invaincu, le Movsar. Personne connaissait ce Diego Lopez. Voilà, on l'avait présenté comme le coach de grappling de Alexa Grasso, la championne flyweight. Le mec est arrivé, il nous a sorti une grande performance. Il perd à la décision contre Evloev, mais personne s'attendait à ce que non seulement il tienne comme ça, mais qu'en plus il a été très proche d'une finalisation dans la troisième reprise. Il a vraiment offert un très très beau combat. Ok, Et c'est un mec du sol. Il est incroyable au sol. C'est ok, intéressant. très très haut niveau en grappling. Il fait des compétitions de grappling et c'est le genre de combattant au sol qui est chouette à regarder. Donc même pour ceux qui n'ont jamais fait de sol et qui trouvent que les combats sont ennuyeux une fois que ça rentre dans la lutte, hein, ce que je comprends, on est tous passés par cette phase-là. Diego Lopez, c'est typiquement la définition du gars, même si tu ne comprends pas le sol, ça fait que bouger, il fait qu'attaquer des soumissions, il génère Ok, des scrambles, il intéressant, génère trop des bien. mouvements, donc c'est très chouette à voir. Et de l'autre côté, il n'y a pas de Sabatini qui lui aussi est un excellent grappleur, mais plus de style américain. Donc lui, ce sera plus prendre une position, mettre la pression et avancer de position doucement. Moi, je trouve ça très beau. Pour un œil non éduqué, on va dire, c'est peut-être un peu moins chouette à regarder, mais il a un très très bon sol. Et donc, moi, je prie juste pour que ce combat aille au sol. Et Ok. ça promet d'être assez beau. Le seul risque qu'il y a, c'est si on a un Sabatini qui vient trop stratège et qui dit, OK, Diego Lopez, il est très fort, il ne faut pas lui laisser d'espace. Et du coup, je vais l'amener au sol et le bloquer. C'est une possibilité. Donc, je préviens les gens, ça pourrait s'avérer comme étant un peu ennuyeux, Ok. mais il y a aussi des chances que ce soit juste génialissime à regarder, même si on connaît pas le sol. Et c'est ce que Ok, j'espère super vraiment. curieux. Bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Tu m'as donné l'eau à la bouche pour cette rencontre. C'est rare les combats qui vont au sol où on peut se dire ah, ça va être intéressant, enlevé comme combat, donc ça va être très chouette. Et ensuite, le seul combat féminin de cette carte principale, Jessica Andrade face à Mackenzie Dern, donc un combat brésilien qu'on aurait
presque pu voir la semaine dernière à l'UFC à Sao Paulo au final, mais qu'ils ont décidé de mettre sur cette carte 295. Ah, je pense qu'ils veulent un peu pousser médiatiquement Mackenzie Dern. Ok. Je vais pas expliquer pourquoi, mais mon sourire en dit assez long, je pense. Ah, ok. Euh, elle est considérée comme jolie. Ok. Bon, ça a fait un buzz, mais elle est divorcée depuis quelques temps. Donc, les gars, elle est dispo. Vous pouvez lui envoyer D'accord, un ok. DM. Oui, c'est aussi ça l'UFC, des fois aussi. Ok. Voilà, c'est Mhm. ça. Non, donc Mackenzie Dunn, elle est arrivée comme prodige du grappling, ceinture noire. Elle a fait beaucoup de compétitions, elle a gagné beaucoup de grandes compétitions en grappling. Elle est arrivée comme combattante unidimensionnelle à l'UFC et elle a commencé à développer son jeu offensif en pied-point et en lutte. Alors, je dis pas que c'est du très haut niveau, mais on voit qu'il y a une volonté de progresser dans ce nouveau sport pour elle qui est le MMA. Euh, il n'y a pas vraiment de combat chiant avec elle. C'est offensif, offensif, Ok. offensif. Son sol est extraordinaire. Son pied-point s'améliore bien. Dans son dernier combat, elle a mis un knockdown à Angela Hill, qui pourtant vient du pied-point. Donc c'était assez impressionnant de voir la continuité de sa progression. À noter quand même que pendant sa carrière UFC, elle a été enceinte, elle a accouché, elle est maman et elle continue à progresser. Donc Waouh. ça reste quand même, ouais, c'est ultra impressionnant. Et alors de l'autre côté, on a Jessica Andrade. Elle, c'est l'ancienne championne des strawweight. À l'époque, toutes ces défaites, c'était contre des anciennes championnes. Donc tu avais un peu ce truc de, ok, si tu bats Andrade, tu as une chance d'être une future championne. Si tu la bats pas, c'est que tu n'as pas le niveau pour être championne. Mhm. Là, elle est considérée comme étant sur le déclin parce qu'elle est sur 3 défaites d'affilée, mais c'est 3 défaites, c'est contre 3 gros noms de la division. Et c'est un bulldozer. Je sais pas t'expliquer ça différemment. Ok. C'est un petit mètre cube qui avance sur toi, qui essaie de te frapper, de te tabasser. Ok. Euh, voilà, pour ceux qui aiment bien regarder des highlights, c'est celle qui a mis un KO sur Rose Namajunas avec un gros slam. Voilà, c'est elle. Ah Je oui, pense que ok, ça c'est me dit quelque chose. Ouais, ouais. voilà. Je vois le gros slam. Ok. Voilà, c'est une des combattantes MMA qui a pas mal de finish à son actif, hein, ce qu'on voit pas souvent en MMA féminin. Euh, Elle a des combats engagés, donc a priori c'est le genre de combat où ça va se rencontrer, Ah, ça va se rencontrer. Et au où moment. ça va être une guerre, et Ok. je pense que Mackenzie Dern, c'est dans son intérêt d'amener ça au sol. Et si elle amène ça au sol, j'aurais tendance à dire que Mackenzie Dern devrait finaliser ça par soumission. Donc ça devrait être un combat agréable à regarder, engagé. Ça devrait pas Ok. être. Voilà, c'est pas le genre de combat où elles vont se regarder, elles vont calculer, elles vont feinter, elles vont rater leur coup à distance. Non, ça va être actif. Ok, super. En tout cas, une carte de l'UFC 295 qui risque d'être très actif, comme on le disait. Et franchement, moi, j'avoue, cette UFC me hype beaucoup. Et c'est pour ça que d'habitude, je le fais pas. Tu vois, on regarde souvent les matchs de rugby, un peu comme ce que peut faire l'équipe, tu vois, sans les images. Et en vrai, j'avais vraiment envie de. Et du coup, je pense qu'on va le faire là pour l'UFC 295 parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de suspense un peu à tous les étages. Et en vrai, les deux combats où je connaissais beaucoup moins les combattants, j'avoue que je suis assez curieux. Et bah, écoute, je vais te remercier, Chris, d'être venu. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'était vraiment, vraiment très chouette comme discussion. Vraiment, vraiment. Non, franchement, c'était hyper intéressant. Moi, j'avoue, je me suis régalé. T'es arrivé avec des chiffres pour qu'on puisse avoir des. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de ressentis, mais c'est vrai que les chiffres aussi, ça permet de se rendre compte et de mettre en perspective toujours nos ressentis, et parfois même d'aller à l'encontre de nos ressentis, parce que des fois, on a une autre impression. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Évidemment, je vous mets le lien de la chaîne de Chris, de Fight Minds, dans le chat, donc n'hésitez pas à aller donner de la force. Vous avez sorti une dernière vidéo que j'ai pas vue parce que j'étais en live, l'art de la guerre sur BSD, donc je vais aller la regarder. Et comme tu le disais, vous allez sortir avec Brian, il me semble, une vidéo sur l'ensemble de la carte pour De la redétailler carte la principale, carte comme principale. on Ouais. vient de faire, comme on vient de faire maintenant, mais vraiment avec l'angle des côtes de Paris. Ok, super. Et ben en tout cas, voilà, ça sort. Et puis vous sortirez évidemment les débriefs enfin, comme vous enregistrerez dans la nuit et le matin, si vous avez raté ou si vous voulez avoir le débrief, vous les ferez le matin directement après les combats. Enfin, on fait toujours un petit débrief technique et stratégique sur ce qui vient de se produire et ça aide les nouveaux fans à comprendre plus techniquement et plus stratégiquement ce qui s'est produit, pourquoi il y a eu un finish, pourquoi il y a eu un KO, qu'est-ce que la personne a fait de bien, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, quels sont les axes d'amélioration. Voilà, on prend vraiment cet angle de communication pour faire un récap des combats. Absolument passionnant, je vous le conseille bien sûr chez vous si vous avez, je vous remets le lien dans le chat pour le combat de BSD, ce sera
à partir de 4 heures. Il fait l'ouverture de la carte principale, BSD, ou est-ce que c'est C'est le le deuxième? deuxième combat. Donc on a Sabatini, donc on a le combat de grappleur, Sabatini contre Lopez, puis on a BSD. Ok. Ensuite on a le combat de femmes et puis on a les 3 derniers qui s'enchaînent. Eh ben, super. Le co-main event et le main event, pardon, les 2 derniers qui s'enchaînent. Merci beaucoup en tout cas, Chris, d'être venu. C'était un vrai plaisir de t'avoir et au plaisir peut-être de te revoir passer sur la chaîne un de ces quatre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toute ta communauté. C'était très chouette. Les questions étaient pertinentes aussi, donc c'était cool. Trop bien. Eh bien, bonne journée à toi. Ciao, ciao. À une Également. prochaine. Ciao, Bon ciao. courage pour ce week-end. Merci. Oh là là, le boss. Trop bien. Il est trop intéressant. Vraiment, c'était passionnant. Absolument passionnant. Non, mais ils sont trop forts. Franchement, moi, je prends du plaisir à l'écouter, mais je trouve que le côté analyse poussée, moi, j'avoue, c'est mon délire. J'avoue que j'aime trop quand ils vont loin dans le détail, dans les petits trucs et tout. J'avoue que il y avait certaines questions que je lui posais, mais je connaissais un peu la réponse parce que vu que j'ai écouté attentivement les autres podcasts, mais voilà, il était très clair et tout. Quelle douceur pour une marmule. Oui, parce que il fait 1m80, plus d'1m90, hein, Chris. Donc, non, franchement chouette. Essayez d'inviter Clément Marcoux, il est trop cool aussi. Oui, bien sûr. Après, j'essaie d'inviter un peu les gens les uns après les autres. Vous savez, je peux pas inviter tout le monde. J'avais invité les copains de la sueur, là j'avais invité Chris. Évidemment, au fur et à mesure, quand on parle, on voit. Après, je sais que Clément, là, il fait aussi du coaching. Donc, parfois, en journée, c'est plus difficile de l'avoir également. Mais voilà. Et il a le menton. Tu sais s'il pratique toujours. Je crois qu'il pratique toujours, mais il a été coach et je crois qu'il l'est plus maintenant. Je crois qu'il se dédie vraiment beaucoup à Fight Minds maintenant, notre cher Chris. Donc voilà. Nos amis belges sont sympas. Mais moi, de toute façon, je vous le dis, pour moi, les Belges, peut-être que c'est un avis bizarre, mais pour moi, les Belges sont les Américains de l'Europe. Parce que ils parlent français, donc ça, déjà, ils sont mieux que les Américains pour ça. Et en plus de ça, ils sont sympas. Ils sont aussi sympas que les Ricains, voire plus sympas que les Ricains. Pour moi, c'est les meilleurs. Ce serait cool de l'avoir après le combat. Mais écoutez, on va voir. Je sais qu'il est très occupé aussi. Il enregistre beaucoup de podcasts également. Donc on verra un peu ce qu'il en a pensé. De toute façon, pour l'après-combat, je vous invite bien sûr à aller regarder le débrief qu'il fera sur Fight Minds. Ils vont faire, je pense, un très 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 long débrief après le combat, à chaud et après plus détaillé. Et voilà. Sympa, pas fake, donc mieux que les USA. Exactement, Max Tama, exactement. Tu vas live dimanche matin pour la main card. Ouais, exactement. Donc nous, on se retrouve, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont venus regarder pour du MMA, sachez qu'on sera à partir de 4h du matin en live, je pense même un peu plus tôt, histoire de prendre un peu les prélims en cours. On regardera la carte principale ensemble. On regardera la carte principale ensemble parce que c'est un peu pour ça que j'avais invité aussi Chris, pour que moi je puisse avoir des billes pendant le live, pour que vous aussi vous puissiez en avoir pendant les combats. Et l'idée c'est que moi je comptais de toute manière regarder cette carte en direct à 4h du matin. Et bien sûr, donc je me suis dit autant lancer le live, comme ça vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, et ce sera sympa. Quelle stratégie, nuit blanche ou se réveiller? Moi je pense que ce serait sur une stratégie se réveiller. Je vais quand même faire une sieste, sinon ça va être compliqué, je pense. Sinon je sens que moi je suis plutôt du genre à me coucher tôt, donc si je veux faire ça, va falloir plutôt faire ça. En tout cas, on va pouvoir se serrer pour le match de Benoît. Moi je vais vous laisser, les copains. J'espère que le live vous a plu. Moi j'ai passé un très bon moment, que ce soit à jouer à UFC ou même à recevoir Chris, c'était vraiment très agréable. Nous on se retrouve demain à partir de 9h pour le live sur Return to the Moria avec les copains, donc le jeu dans l'université des Anneaux. Et voilà, tu vas diffuser le match ou pas du tout, savoir si je dois acheter le match. Ça pour le coup je ne pourrais pas acheter. Ce que je ferais, c'est que je mettrais le timer des combats sûrement en bas à droite, mais évidemment ce sont des droits que RMC paye très cher et je ne peux pas me permettre évidemment de diffuser les images, vous en doutez bien. Juste, vous aurez le timer, vous pourrez vous synchroniser avec moi, et puis ce sera très bien. En tout cas, je vous dis à demain, et on aura le temps de se reparler sûrement de l'UFC s'il y a des nouvelles d'ici demain, c'est des petits trucs, on pourra un peu se repartager les petites infos qui sont sorties. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, et rendez-vous demain. Allez, ciao tout le monde, et à demain. Ciao.